Tout d'abord, bienvenue aux personnes qui ne me connaissent pas. C'est un groupe qui est dédié au partage. On est là pour parler de l'humain, comme je viens de le dire, mais aussi on est là pour travailler sur soi et pour évoluer du mieux que l'on peut. Ça veut dire qu'on est là pour aussi se challenger et se challenger, c'est-à-dire se confronter à ce qu'est la transformation et l'évolution. Tout le monde parle de changement, tout le monde parle de transformation, mais si l'on ne sait pas comment cela fonctionne et quelles sont les séquences psycho-neuro-émotionnelles qui répondent à ça, on peut se prendre les pieds dans le tapis et ça peut faire très mal dans notre vie. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre beaucoup d'énergie. On peut se mettre à mener des actions sans le sens dont elles ont besoin pour nous mener avec elles vers le futur. Et cela va nous demander également de la communication, de l'intelligence, de l'apprentissage, de la transformation de nos connaissances, et puis finalement de l'énergie argent, qui est la fertilisation de nos concepts sous forme de matérialisation. Et la relation à l'argent, vous le verrez au cours de mes conférences, c'est quelque chose qui sabote beaucoup de personnes sur cette planète. Donc, aujourd'hui, on va commencer par une question importante et je vais y répondre. Alors, j'ai à côté de moi mon iPad avec les questions que j'ai retranscrites. Ne croyez pas que je vous fais des infidélités, je suis bien là avec vous. Et je vais vous mettre dans une situation de scénario pour répondre à l'une des questions qui m'a été posée. Les questions qui m'ont été posées ont été posées hors le cadre de la conférence elle-même, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont désiré ne pas apparaître directement. Donc, il n'y a pas de souci. Je change les personnages, donc vous n'avez aucun moyen de savoir qui a posé la question. Alors, on va imaginer la vie d'un duo, ça peut être un binôme professionnel, mais on va prendre le cadre du couple, on va prendre un couple affectif, un homme et une femme, et ils vivent une vie heureuse. Le mari et la femme sont actifs, mais le mari représente la sécurité et a effectivement une activité successful et il génère, il est dans une intelligence de génération d'argent qui crée pour le couple de la sécurité. La personne qui est à ce moment-là la plus associée à l'argent est le monsieur dans ce cas-là. Et finalement, l'autre personne qui est l'épouse joue un rôle multiple, riche, important, mais la relation à l'argent est différente. Ce n'est pas forcément celle de la génération. Et donc, cette génération de l'argent est déléguée à l'époux, ou en tout cas, l'époux représente cette puissance fertilisatrice au travers de l'argent. Et malheureusement, dans le chemin de vie de ce couple, un drame survient et il se trouve que l'époux disparaît de la vie de cette épouse. Et bien entendu qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose de très important, c'est que même si cette personne a généré et a créé du capital, a créé de la notoriété, a créé de la puissance, a créé de la stabilité, a créé de la sécurité, il se passe quelque chose de très important au niveau subconscient, c'est que à ce moment-là, toute la puissance, toute la sécurité, toute la stabilité ne va en rien remplacer la présence de la personne. Et à ce moment-là, il va y avoir quelque chose d'assez important qui va se mettre en place, c'est que la sécurité associée à la personne qui génère va disparaître en termes d'amour. Et l'amour ne va pas servir à guérir de l'affect et de la présence de cette personne. Donc à ce moment-là, l'épouse
va ressentir l'argent ne sert à rien. Parce que l'argent va même être insupportable, puisqu'en relation avec la posture de l'être aimé, va ne faire que rappeler l'importance de la beauté, de l'aura, de la posture, de l'identité du départ de la personne qui est partie, et donc de ce départ qui représente un trou béant dans la vie, tout d'un coup, de ce couple qui se résume plus qu'à une seule personne. Et ce qui est très intéressant, c'est que à ce moment-là, l'argent est associé à je ne sers à rien. L'argent ne sert à rien. L'argent n'est rien. L'argent n'a aucune valeur. Et l'argent fait souffrir, puisqu'il représente une part de la mémoire en relation avec cette personne qui œuvrait, qui était généreuse, qui était travailleuse, qui était... Et tout d'un coup, l'argent devient un agent toxique dans cette nouvelle parité, ce nouveau duo, ce nouveau binôme qui va apparaître. Et donc, mon époux est décédé, mon argent me fait souffrir, cet argent, le nôtre, me fait souffrir, il me fait penser à lui et en plus, il ne me sert à rien, je suis insécurisée. Et à ce moment-là, il y a une croyance limitative qui se met en place. Ben, l'argent, ça ne sert à rien. L'argent, c'est infidèle parce que finalement, quand cet époux disparaît, l'argent disparaît de cette façon-là. Et l'abandon, l'argent est infidèle dans le sens où l'argent m'abandonne, c'est associé au départ de la personne aimée, même si on ne pense pas à l'argent du tout à ce moment-là. Mais on associe, c'est un cas de figure, hein, c'est vraiment pour que vous compreniez la perversion du subconscient, sa subtilité et sa perversion à la fois. Et donc finalement, alors, mon époux était tout, l'argent n'est rien. Et qu'est-ce que vous mettez en place à ce moment-là? Vous mettez une relation avec l'argent qui est une relation en force. Parce que de toute façon, vous allez avoir besoin de l'argent. Donc, finalement, vous détestez cet argent qui est nul et non avenant puisqu'il ne vous sert pas à restituer ne serait-ce que la sensation de la présence de votre époux. Et en même temps, eh bien, en tant que femme blessée, souffrante, anéantie, à un moment donné, il va bien falloir se réconcilier avec l'argent. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a une relation d'insécurité avec cet argent. Et cette insécurité va créer une relation en forcing avec l'argent, faire de l'effort. C'est-à-dire que il va y avoir mon époux était source de sécurité, mais je vais continuer à m'insécuriser pour laisser continuer à rester présent mon époux. C'est-à-dire que mon argent va venir me permettre de ressentir le manque de la présence. Et pas parce que mon époux avait de l'argent ou créait de l'argent, non. Parce qu'il était associé à ce mérite en relation avec cet argent qui devient un agent conducteur pour ma vie. Et je vais à ce moment-là garder cette relation de tension et de rejet de l'argent comme pour à chaque fois revenir à mon époux qui était le facteur parfait de ma vision dans le couple, de la place de l'argent. C'était son rôle, sa mission. Moi, j'en avais une autre, avec une autre relation à l'argent, s'il le faut. Mais à ce moment-là, cette souffrance en relation avec l'argent va venir entretenir, ou je crois que j'ai écrit quelque part, pérenniser l'insécurité. Et en pérennisant l'insécurité, je pérennise le témoignage de mon amour pour mon époux. Et tout ça,
ce n'est que l'expression subconsciente de notre mémoire parfaite, pour ceux qui ne connaissent pas, ou qui devinent, ou qui savent déjà. Notre subconscient enregistre toutes nos expériences psychoneuro-émotionnelles depuis notre arrivée sur la planète en tant qu'être vivant, au sortir de la gestation de notre maman, mais pas que. Nous avons aussi un héritage de croyances en relation avec la famille, le couple, le social, les finances, la spiritualité, comment j'équilibre ma vie, la santé, la beauté, et puis bien entendu, avec ça, le professionnel, la vocation. On va créer notre vie. Alors, si la personne dont je parle vient d'une famille où l'argent était déjà associé à du sacrifice, et que cette personne est arrivée dans ce couple avec la croyance que générer égale sacrifice, générer égale argent égale danger, parce que je vais trop travailler, parce qu'il va trop travailler, parce qu'il va en faire trop, il va se mettre en danger pour l'argent. Parce que mon grand-père, ma grand-mère ou mon père a vécu des expériences qui m'ont prouvé que c'est comme ça. L'argent, c'est dangereux, l'argent, c'est glouton, l'argent, c'est déséquilibré, l'argent, c'est arrogant. Voilà. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que finalement, dans cette relation de base avec l'argent, on va avoir une attraction, on va co-créer avec cette croyance un couple qui va fonctionner sur un sensible, sur un sensitif de cette typologie-là, donc qui va déjà être un terrain sensible sur la façon de donner, la façon de reproduire l'argent, sur la façon de le stocker, sur la façon de le partager, sur la façon de ne pas le partager, sur la façon de trop le partager, et la générosité ou au contraire la dureté, la sévérité. Et cette expérience de vie va faire que finalement l'argent ne restera pas. L'argent ne restera pas parce qu'il témoigne de la souffrance, parce qu'il est jugé comme stérile et parce que de toute façon, il est un agent, il est un agent de douleur. Et donc, il a pour vocation dans ma vie de créer de la complication et de créer de la souffrance et de la vacuité. Je suis dans le vide. Mon argent entretient mon vide. Et vous allez me dire, waouh, c'est dingue cette histoire. Oui, et vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est pervers et à quel point ça peut vous foutre en l'air votre relation avec l'argent. Moi, il m'a fallu 10 ans pour accepter d'avoir de la responsabilité vis-à-vis de l'argent. Tout simplement parce que j'ai été éduquée, surprotégée, parce que j'avais été malade. Et c'est vrai, j'ai été très malade et que je devais être chouchoutée, etc. Mais mes parents ont culpabilisé et ont fait en sorte que je n'ai jamais besoin de faire d'efforts parce que sinon je m'étouffais. Mais c'est allé très loin parce que c'est allé jusqu'à ma vie. Il ne faut pas qu'elle force parce qu'elle va s'étouffer. Parce qu'elle va travailler trop et elle va être fatiguée. Et en étant fatiguée, elle va se faire du mal. Et en faisant du mal, elle va tomber malade. Et donc, on ne va pas la faire forcer. Parce que, par contre, il faut qu'elle soit brillante, mais il ne faut pas qu'elle force. Vous voyez un peu la contradiction. Et donc, finalement, pendant des années, tout ce que j'ai gagné, je l'ai brûlé. Tout l'argent qui est venu à moi a été source d'étouffement et de contraintes parce que derrière, il y avait cette croyance. Et puis surtout, j'ai perdu, à ce moment-là, c'est ce que j'ai constaté, mais en réalité, j'ai rien perdu, j'ai fait un chemin, tout était parfait. Mais
il y a, et je crois que, je vais être très honnête avec vous, je crois que c'est le domaine dans ma vie qui est le plus compliqué à gérer. Parce que l'argent touche à tous vos rêves. Il est votre agent fertilisateur. Et quand vous ne vous autorisez pas à mériter la compagnie et d'entrer en couple avec votre argent, d'aller le reproduire et ensuite d'aller le nourrir et ensuite d'aller le compartimenter pour lui donner différents types de puissance, eh bien, vous allez avoir beaucoup de mal parce que vous allez être sur des concepts argent qui sont des concepts qui ne sont pas les vôtres, qui sont ceux de la société. Et aller créer une relation avec votre argent, c'est d'aller rentrer en couple avec votre argent. Et la personne qui a posé cette problématique dit en plus, bon, ben, moi, je n'ai pas de dette, je ne prends pas de crédit. Ben non, surtout pas. Je ne pourrais pas porter de crédit à l'argent. Et je ne pourrais pas lui donner mon crédit, ma confiance. Et je ne pourrais pas déléguer auprès d'une banque ou d'un organisme ma confiance en relation avec l'argent. Il faut vraiment comprendre que tout est bien relié et ficelé. La croyance, c'est quoi? C'est un concept de perte ou de gain associé à de la souffrance ou du plaisir à un moment T de votre vie. Ça veut dire que vous allez avoir des pensées et des émotions, de l'énergie électrique, corpusculaire et des émotions, de l'énergie ondulaire associées pour créer un champ électromagnétique et une certaine neurobiochimie dans votre corps associée à un concept. Donc, si au moment où vous avez passé 20 ans à créer de l'argent, la personne qui avec vous a créé cet argent disparaît, l'argent ne sert à rien, vous croyez que votre corps il va s'amuser à avoir envie, être excité à l'idée de garder de l'argent? Il va avoir associé argent égale inutile, argent égale effort pour rien, argent égale absence de récompense, argent égale souffrance, argent égale vampire, il me prend tout et il ne me donne rien. Argent malhonnête, etc., etc. Et donc finalement, à un moment donné, quand l'argent arrive vous n'arrivez pas à dialoguer avec cette énergie, à la faire tourner dans votre vie et à jouer. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les cartes du tarot, le battleur. Il a une table devant lui et il a tous les éléments pour pouvoir jouer avec ça. Et quand on regarde cette carte qui est très bien dessinée, on voit 3 pieds et le 4e pied est hors du champ parce que le potentiel est sur la table mais on ne peut pas l'identifier. Il est toujours relié à l'intelligence de celui qui manipule les paramètres en place. Et l'argent, c'est de la matière quand on y a injecté notre propre énergie. Parce qu'en réalité, l'argent n'est qu'un vecteur, un bras de levier énergétique pour que d'une vision et d'un concept, vous puissiez aboutir finalement à un chemin et surtout que le chemin se manifeste et se matérialise sous forme de réalité dans votre famille, couple, profession, sociale, vie en relation avec les autres et co-création avec les autres, mais aussi dans votre santé, prendre soin de vous, etc. Donc, ça veut dire que votre corps va scanner tout ce qui est possible pour brûler votre argent. Parce qu'il a associé danger. Il ne faut pas que cette personne garde de l'argent. Ça la met en danger. Il ne faut pas que cette personne puisse avoir envie d'avoir plus que ce qu'elle n'a parce qu'elle va se mettre à faire et en définitive, elle va tout perdre. Et donc, il y a cette relation perfide. C'est une des probabilités. Il faudrait pour cela que je puisse connaître la vie de la personne pour trouver la réelle coordination avec ses croyances antérieures à celle de cette expérience, par exemple, si cette personne existait. Et il faudrait que je puisse connaître sa perception en relation du concept argent dans les différentes catégories de vie. Et là, on pourrait savoir quelle est
soit en présentiel, en testant avec du testing musculaire manuel, tester au niveau subconscient quelle est la croyance qui vient bloquer dans la vie de la personne cette expansion ou cette installation de l'argent comme une normalité. Et aussi autre chose, il faut savoir qu'à partir du moment où l'argent représente une situation anormale, il y a là encore une autre couche de croyances qui peuvent s'installer, c'est que je suis montré du doigt à cause de l'argent. L'argent me rend marginal. L'argent me met dans une posture qui n'est pas la mienne. Je ne suis pas faite pour l'argent. L'argent ne me veut pas. Je n'étais pas destinée à faire ça avec l'argent, etc. Et tout est prétexte au niveau subconscient. Il n'y a pas de règle. Tout est prétexte pour créer des couches qui se superposent et qui créent un antagonisme, une distorsion émotionnelle en relation avec l'argent, qui crée un conflit interne. Vous avez le mental qui désire garder l'argent et vous avez le corps qui dit non, 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 ça te met en danger, ça te met en danger. Et à ce moment-là, au niveau subconscient, bien entendu que, étant donné que le corps est à 95% du subconscient, qu'est-ce qui se passe? La croyance en place qui intervient dans le domaine où vous vous mettez à penser et à ressentir que l'argent, là, franchement, il y en a marre. Eh bien, dans ce domaine-là, il y a une croyance en relation avec votre rapport à l'argent. Et dans le cas où ce serait le scénario que j'ai utilisé, cela peut avoir impacté une relation à l'argent. Parce que si votre argent n'est pas guérisseur, s'il n'est pas constructeur, s'il n'est pas, je ne dis pas de façon mentale, de façon à, même dans le deuil et dans la douleur, si cette personne à côté, dans ce couple qui reste, n'est pas capable, parce qu'il y a trop de douleur, de dire Yahoo, gratitude pour mon argent, merci d'être là dans ma vie, je te célèbre, je te chéris, et blablabla, blablabla, ben non, la personne, elle ne peut pas, elle est trop en douleur, elle ne peut pas défocaliser d'une situation de drame et se mettre à célébrer. C'est très complexe pour l'humain avec ses valeurs, d'accord? Donc, à ce moment-là, le subconscient, il catégorise parce qu'il est primaire, lui, il cherche à fuir souffrance pour plaisir. Donc, si l'argent est source de souffrance, si à chaque fois que vous voyez votre argent, vous voyez votre défunt époux et que ça vous brise le cœur, vous avez bien compris que vous n'êtes pas en train d'entretenir une relation conceptuelle positive de gain, mais plutôt de perte, et des sensations corporelles de souffrance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut réconcilier. Il faut réconcilier au niveau subconscient. Et si vous vous souvenez de mes dernières conférences, subconscient, on peut le faire transformer et le reprogrammer au niveau des croyances, qui sont des courants électromagnétiques, qui sont des associations de concepts et d'émotions, autant qu'on le veut. On est victime de rien. La problématique, c'est de comment on fait. Eh bien, on utilise des protocoles. On utilise des outils qui nous permettent, à chaque fois qu'on le fait, d'avoir créé une croyance positive en relation avec un concept, en associant le mental et le corps. Ça, c'était une question à laquelle je voulais vraiment répondre dès le départ parce que c'est quelque chose de récurrent et c'est vrai que dans la période que nous vivons, beaucoup de gens sont en train d'engrammer des croyances négatives en relation avec l'argent qui sont dramatiques. Et la jeunesse est en train d'entrer en frustration avec l'argent, en colère avec l'argent et est en train d'associer l'État comme un papa et une maman qui vont nous protéger de l'argent, du manque d'argent. Et on est en train d'assister à la naissance de toute une génération qui va avoir une difficulté, pas tous bien sûr, parce que tous ne naissent pas avec les mêmes croyances et tous ne naissent pas avec les mêmes expériences à vivre. Mais beaucoup d'entre eux vont avoir une relation complexe à l'argent et il faut le savoir en tant que parent et il faut pouvoir anticiper à ce niveau-là et leur rendre la liberté de gérer et générer l'argent. Et je vais arriver à une autre question qui m'a été posée en relation avec la gestion.
Même si cette question ne touche pas essentiellement à l'aspect financier, on me demande comment harmoniser la partie gestionnaire et la partie créative en nous. Alors, il y a beaucoup de paramètres là-dedans. Déjà, il faut savoir que générer, c'est contrôler, sécuriser. Et c'est une partie qui va s'appuyer sur le mental, le bêta, qui est le rythme de la sécurisation du système nerveux central, qui est le bêta, bêta moyen, bêta supérieur ou bêta inférieur, et qui va se mettre à gérer sur la base de nos pensées le format de la famille, du couple, de la vie professionnelle, vocationnelle, artistique ou autre, et financière. Et pour pouvoir créer de l'harmonie, il va falloir apprendre à passer de l'un à l'autre. Il n'y a pas d'harmonie unilatérale. Il y a une harmonie uniquement dans le partage et dans la considération de différents plans. Et ce qui est intéressant, c'est que la partie créative que l'on veut harmoniser à la partie gestionnaire, elle passe par la perte du contrôle. Et donc, on revient à cette dimension de passage de l'une à l'autre des énergies, parce que quand je contrôle, je suis dans le yang, et quand je suis dans le lâcher-prise, je suis dans le yin. Quand je suis dans une intelligence de gestion, je suis dans une intelligence yin. Et je suis en relation avec l'argent, dans une intelligence yin de gestion, je nourris mon argent, j'en prends soin. Mais quand je suis en génération, je suis dans le yang, je suis solaire. Je vais m'expandre, je vais conquérir, je vais dupliquer et me reproduire. Je suis dans une intelligence masculine. Et je suis dans la radiance, le rayonnement, le haut du corps, le cœur. Waouh, je suis fière de moi. Et je démontre cela par ma puissance de fertilisation de mes rêves qu'est l'énergie argent. Et beaucoup de gens commettent l'erreur de ne pas gérer. Et vous avez des gens, des grands sportifs, qui ont eu des fortunes colossales, mais qui n'ont pas su changer de rythme, pas faire de marathon, se poser, regarder l'argent, s'informer, dépenser de l'argent sur l'argent pour se faire conseiller, prendre le risque à 10%, prendre moins de risques à 25% et sécuriser à 60%, faire des expériences, lancer un champ un plan de réserve graduelle, mensuelle dans chaque réservoir, une diversification de la réserve avec des rythmes passifs et des rythmes actifs. Et donc, c'est pas très sexy. Ça fait pas envie. Alors, quand on est un champion de marathon, qu'on a l'habitude de tracer, de faire de l'effort et d'y aller et d'être dans l'hyper-focalisation, etc., le rythme yang du dépassement de la génération de l'argent correspond à beaucoup plus de personnes dans ce cadre spécifique et le rythme de la gestion, beaucoup moins. Parce qu'il faut s'arrêter de courir, il faut arrêter de s'exalter, il faut commencer à prendre du recul, il faut commencer à regarder le terrain et se dire, OK, qu'est-ce que je veux? Donc, se projeter dans le futur et se dire maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Combien je donne? À court terme, moyen terme et long terme. En temps, énergie, pensée, argent. Et là, je suis gestionnaire. Donc, si je suis gestionnaire en faisant ça, je ne suis pas en train de me pavaner et de flotter et d'avoir tout d'un coup une très belle idée qui flotte et qui vient. Je ne suis pas en mode alpha du système nerveux. Je ne suis pas en train de perdre le contrôle quand je suis en train de gérer ma vie. Par contre, si je suis en train de gérer mon argent, je suis dans une intelligence, je suis dans un bêta
sensibilité yin, avec un rythme yin, lent. Et si je suis en train de générer, je suis dans un rythme yang et je suis dans une intelligence d'expansion. Donc, il faut bien faire la différence. Alors, comment harmoniser les deux? Eh bien, déjà, il faut prendre la responsabilité de gérer le temps dédié à chaque séquence. C'est vraiment une base. Vous allez créer vos blocs et vous allez vous dire, moi, j'ai besoin de planer, allez, 40% de la semaine. Ok, comment je fais? Je crée des blocs. Soit sont des blocs, et suivant les activités, les sensibilités des uns et des autres, ça va être des blocs de 2 heures ou d'une heure ou d'une demi-journée. Moi, je ne travaille pas le matin. C'est pas que j'ai pas envie de travailler le matin. C'est que si je travaille le matin et l'après-midi, quand est-ce que je gère ma vie? Comment je fais? L'administratif, vous avez vu comment nos vies sont devenues des vies de gestion? Alors, j'ai une assistante, mais en fait, il me faudrait une secrétaire que pour gérer ma vie. Et pour l'instant, je viens de déménager, etc. Donc, non, ce n'est pas possible. Et puis, il faut pouvoir recruter dans le sens sentir, sensible. Eh bien, il faut que je distribue mes blocs. Corps, spiritualité, équilibre, lâcher prise, ça peut être de l'art, ça peut être du chant, ça peut être de la danse, ça peut être de la musique. Finance, ça veut dire que si je veux pouvoir placer ces blocs, il va falloir à un moment donné que je mette de l'argent sur ma liberté de planer. Ça veut dire qu'il va falloir que je déduise un budget pour ça. Parce que pendant que je fais ça, je ne fais pas autre chose. Donc, je vais forcément faire moins autre chose. Et donc, en faisant ça, si je fais ça et que je veux lâcher prise et que j'y arrive pas, je vais être obligée de déléguer, je vais être obligée de prendre un prof de yoga, je vais être obligée de prendre un prof de chant, je vais être obligée de me mettre dans mon atelier, changer la lumière. Donc, il faut que vous compreniez qu'à chaque fois, on a une responsabilité, on doit répondre à nos visions, à nos besoins, à nos désirs, à nos nécessités par des actions de gestion de notre matière. Pensée, communication, bien entendu, mouvement avec le corps, niveau de concentration avec notre corps en train de faire des efforts pour faire du déplacement d'objets, prendre le véhicule et nous déplacer corporellement, mais aussi, bien entendu, le temps tout court à disposer pour cela et l'argent disponible pour cela. C'est vraiment important et cette harmonisation, elle passe aussi par l'alignement neuro-émotionnel. Si vous ne vous autorisez pas et si vous culpabilisez à l'idée d'arrêter de faire de l'administratif pour pouvoir prendre soin de votre peau, on ne peut pas faire grand-chose sans l'autorisation, mais que vous soyez votre propre autorité pour décider que ça, c'est majeur pour vous et de faire en sorte que vous deveniez quelqu'un d'optimiste en relation avec la femme ou l'homme que vous désirez devenir en gestion et en lâcher prise, parce qu'à ce moment-là, dès que vous allez le faire, qu'est-ce qui va se passer si vous avez une croyance que c'est, allez, honteux, haram, que c'est faible, d'aller se pavaner sur des tapis roses, bleus et machins pour faire des bizarreries avec la respiration parce que ça nous permet juste de lâcher prise ou de méditer. Je sais que personne ici n'en est là, mais je vous jure que dans la population qui nous entoure, vous parlez de ça aux gens, vous dites ouais c'est ça, je vais aller méditer moi, alors avec t'as pas vu tout le boulot que j'ai. Et oui, mais si tu médites pas, à un moment donné, tu vas te retrouver en train de bosser le week-end, le soir, le matin, la nuit, et finalement, tu vas péter un câble parce que tu n'auras pas pris soin de ton véhicule. Donc, à un moment donné, et la personne qui a posé cette question a un niveau de conscience suffisamment élevé pour pouvoir déduire des réponses elle-même. Ce n'est pas le propos. Je ne suis pas en train de jouer le petit caporal qui apprend à réfléchir. Je suis là en train de montrer des angles d'approche. Et ce contrôle, c'est prendre ses responsabilités, c'est quelque chose qui rentre dans le domaine de la gestion. Et prendre ses responsabilités, on est dans l'amour. Mais lâcher le contrôle et arrêter de répondre et plutôt
se connecter et télécharger des idées, ça c'est de l'éros. Ça c'est de l'érotisme dans la vie. Et je ne connais pas une personne sur cette planète qui est capable de vivre avec de l'amour, c'est-à-dire poser de la responsabilité sur quelque chose, se sentir en charge de quelque chose, être dans la familiarité avec un sujet ou avec un événement ou une problématique, sans pouvoir vivre à côté de l'éros. C'est pour ceux qui s'intéressent au sujet du couple, vous pouvez aller écouter les 2-3 conférences de l'année dernière sur le couple. C'est quelque chose d'essentiel parce que effectivement, et tout le monde, hein, même moi dans mon couple, régulièrement, on se dit bon alors qu'est-ce qu'on fait, comment on réajuste, pourquoi? Parce que c'est un business le couple, c'est une gestion le couple, c'est pas les bisounours avec un petit cœur et les anges, c'est faux, c'est faux, c'est une histoire hormonale qui vous fait prendre de bonnes ou de mauvaises décisions pour plus ou moins long terme, ok? Et qui fait que finalement, plus ou moins vite, vous allez vous oublier, au point de vous sacrifier parce que vous êtes là. Oh, c'est magnifique, tu as vu comment il joue. Waouh, oh, je resterai des heures. Ça, c'est la première semaine, la première année. La deuxième année, ah ouais, il joue, ouais, il joue tous les jours, oui, super, il joue, c'est génial. Ah ouais, il a du talent, hein, ouais, c'est super. Troisième, quatrième année, ouais, alors tu sais, maintenant quand il joue, je vais me faire du tennis, machin, c'est super. Quand il vient, quand je rentre, il est content, il a fini son truc, machin. De temps en temps, il me demande des choses. 6, 7, 8 ans derrière, plus tard, qu'est-ce qui me gonfle avec sa musique? Mais alors, il y en a marre, je peux même plus écouter mes Beatles, c'est pas possible, blablabla. Gestion. Mais Eros, vous pouvez pas gérer sans considérer votre Eros à vous. C'est pas possible. Donc, la personne qui me pose cette question, il est où votre Eros? Il est où l'Eros là-dedans? Il est où dans la gestion? Quelle est l'excitation que vous associez à la gestion? Et c'est à ça qu'il faut vous connecter pour pouvoir être harmonieuse avec vous-même ou harmonieux avec vous-même ou en harmonie avec ce qui est à gérer et d'être capable de vous exciter pour lâcher le contrôle. Et quelle est votre excitation de lâcher le contrôle? Quelle est votre relation responsable, aimante à vous-même pour vous autoriser l'excitation de lâcher le contrôle? Et là, il faut gérer ces deux sujets. Alors, à quoi peut servir un coach? Il peut aider à mettre un format là-dessus, dans le sens, un format psycho-neuro-émotionnel, et donc de voir quelles sont les pensées et les émotions serviables en relation du concept. Et on a besoin de quoi pour le concept? Il faut un format sur la base des énergies qui représentent ce projet, de moi en train d'harmoniser ma gestion et mon planage, mon survolage de la vie, mon envol, ma connexion à mon âme, ma connexion à mes dons, et de trouver les circuits, les câblages de vous heureuse de passer de l'un à l'autre, d'un rythme à l'autre. Parce que la dangerosité là-dedans, elle est de savoir casser le rythme. Et le corps va créer des addictions à la gestion. Il va vous donner des couronnes et des petites étiquettes de guerrier ou de guerrière. Waouh! Tu te sacrifies, tu fais ça, c'est sublime, quelle force, quel courage, quel mérite. Ok, qui vient vous poser la couronne? C'est vous qui êtes en train de vous créer le besoin d'une couronne que personne ne va jamais venir vous poser. La couronne, c'est quand vous sortez de là, vous fermez la porte, vous mettez votre bikini et vous allez vous jeter dans une eau glacée ou brûlante parce que ça vous excite. Et que dans ce moment-là, paf, vous pensez à un truc et vous vous retrouvez en train de gratter des graffitis sur un papier. Ça, c'est de l'éros. Et quand vous êtes capable de programmer votre temps, parce que votre mental et votre corps sont habitués de penser de façon optimiste quand ils se voient vivre ça, parce que c'est bon pour eux,
mental-corps, validé par le subconscient, et avec le cœur qui dit waouh, moi j'aimerais bien faire ça 3 fois par semaine. Et là, vous avez la réponse. Et ce n'est pas une réponse mentale de gestionnaire, c'est une réponse de femme ou d'homme inspiré en mode alpha qui va télécharger. Ben pour moi, c'est ça qu'il faut, c'est ce rythme-là. Alors, bien entendu, ça dépend de votre environnement. Et là, j'en arrive à l'autre question. Si je suis alignée avec moi en train d'être gestionnaire et héros, on a compris maintenant, hein, les deux images, hein, je fais des raccourcis, bien sûr. Et que je suis alignée avec ça. Et quand je sors de mon rêve, de ma chambre, de mon intimité neuro-émotionnelle, je me retrouve avec papa, maman, épouse et enfants qui me disent mais t'es n'importe quoi, hein, ça va pas ou quoi? Mais tu te prends pour qui? Et c'est quoi ton truc? Ça sert à rien. Et puis alors, franchement, et nous, alors on veut ça, et toi, qu'est-ce que. On n'en a rien à foutre, et puis c'est stérile. Épigénétique. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, vous allez détester vos rêves. Et comme vous ne pouvez pas les détester parce que vos rêves, c'est vous, vous allez commencer à les minimiser. Vous allez commencer à arrêter de les fréquenter parce qu'à chaque fois que vous vous frottez à vous, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas foutu de vous respecter. Et là, ça fait mal. Donc, il vaudrait mieux encore vous donner des coups de bâton à vous-même plutôt que d'aller laisser les autres vous les donner. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes dans un milieu qui a associé des pensées et des émotions pour faire des personnes pessimistes en relation avec votre vision et vos rêves, et que automatiquement, quand vous arrivez avec votre bouche en cœur et votre cœur, la fleur au fusil, vous vous faites dézinguer. Et le corps associé au mental, validé par le subconscient, vous dit, tu vois, tu n'es pas à ta place. Hein. Ou alors, mais tu es vraiment nul, tu n'as rien compris, c'est pas ça qu'il faut faire pour être accepté, aimé. Il faut t'écraser. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous passez de l'alignement au désalignement. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les cellules de votre corps qui vont fonctionner dans des organismes, des communautés de cellules, optimistes en relation de vous, en train de vous autoriser à soit gérer, soit arrêter de gérer, d'accord? Eh bien, à force de fréquenter des personnes qui sont pessimistes en relation avec ça et qui le condamnent, vous allez avoir vos cellules qui vont commencer à créer des capteurs et des protéines membranaires intrinsèques de nature pessimiste. Et au bout d'un moment, elles vont en avoir marre de ne pas avoir leur came de planage, de lâcher le contrôle, vos cellules. Elles aimeraient bien, mais elles ne peuvent pas, elles sont entourées de pessimistes. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, pour survivre, elles vont être obligées de créer des capteurs de la neurobiochimie de pessimistes. Neuropeptides et neurotransmetteurs de toxiques. D'accord? Pour pouvoir vivre au milieu des toxiques, il va falloir devenir toxique. C'est la base de la base dans l'épigénétique. Et vous prenez une cellule, vous lui enlevez le cœur et vous la mettez sans le cœur, hein, sans le noyau. Vous la mettez, c'est une cellule, on va dire, d'os. Vous la mettez dans des cellules de poumon. Qu'est-ce qui va se faire? Au bout d'un moment, elle se transforme en cellule de poumon. Parce que sa mission, c'est de survivre. Et même si elle a un télos, elle va changer de télos. Et Bruce H. Lipton, il est très clair là-dessus. Il faut bien que vous compreniez que le choix de votre environnement définit votre évolution. Et que finalement, c'est 90% du coaching, votre environnement. Donc, si vous avez des gens pessimistes parce que vous avez un bobo et qui commencent à vous plaindre, ok, on peut vous aimer parce que vous êtes dans une période difficile, mais qui viennent et qui vous parlent de victimes, qui sont en colère pour vous, s'il vous plaît, aimez-vous suffisamment pour dire à ces personnes, cette souffrance, c'est un cadeau pour moi, il faut juste que je trouve pourquoi. Laisse-moi le temps, mais je n'ai pas envie de rentrer dans ta colère. Ta colère, c'est la tienne, ce n'est pas la mienne, etc. etc. Donc, ce n'est pas facile, hein, attention, hein, mais ça s'apprend. Et comment ça s'apprend? Eh bien,
il faut que vous soyez suffisamment addict au vous optimiste dans le futur, en train d'aller honorer vos rêves, pour que les pessimistes aient très peu d'emprise sur vous et que vous puissiez vous autoriser, autorisation, être votre propre autorité à dire aux autres, je vous aime, mais ciao, c'est pas pour moi. Et à ce moment-là, de vous honorer, de vous aimer, en respectant votre héros, en respectant votre droit à vivre une vie dans l'enthousiasme et d'aller vers le futur dans l'enthousiasme. Et c'est pas facile quand on n'est absolument pas au courant de comment ça marche, parce que vous avez vu les circonstances depuis une année, on est formaté par un conditionnement épigénétique qui est régional, alors familial, régional, professionnel, administratif. Et donc, c'est sûr que quand on ne peut pas ne pas obéir à certaines règles, on nous coupe un peu les ailes. Eh bien, il faut à ce moment-là lâcher prise et arrêter de résister et passer à exister dans l'épigénétique dans laquelle nous sommes en fréquentant ceux qui sont comme nous, en train d'être créatifs ou de s'autoriser. Et pour cela, on a la chance de vivre avant l'émanence de l'imprimerie de Gutenberg, qui était déjà une révolution. Et bien aujourd'hui, on a accès à la connaissance, accès à toutes les dernières théories archéologiques, euh, euh, génétiques, politiques, et ethniques, et tout cela autour du concept de l'humain. On y a accès. Alors pourquoi on va aller parler à des andouilles juste sous prétexte que c'est la famille? Passer une heure au lieu de passer une semaine. Et vous leur dites que vous les aimez, que vous êtes fiers d'eux. Eux, ils vont vous râler, ils vont vous dire mais qu'est-ce que tu fous en ce moment, etc. Ah, bah, ou alors chérie, bah, merci, c'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais tu sais, il n'y a pas de problème. Tati, elle va bien, ou alors ta sœur, elle va bien, ton papa va bien, ou ton papa a des problèmes, mais il va les gérer. Et c'est pas en te mettant en colère que tu vas lui rendre service, etc., etc. Donc, je vais aller faire mon travail, ciao. Et ce qui est le plus difficile pour l'humain, c'est ça. Ce qui sabote le plus l'évolution, c'est la culpabilité de dire oui ou non à des êtres aimés quand cela vient vous empêcher de vous aligner en direction de vos visions. Et c'est la chose qui crée le plus de sabotage en santé et en fonctionnement dans votre vie et en type de création que vous pouvez mettre en route sur la base de vos zéros, excitation à rêver et à désirer. Le désir vient du cœur. Et l'éros est une fine combinaison avec votre système nerveux en rythme alpha pour venir le vivre sous forme d'expérience, d'extase, qui vous donne envie de continuer dans ce chemin. Et mon but, personnellement, c'est d'aller apprendre aux personnes à jouer, à créer cet alignement pour créer cet éros, pour rendre le corps addict à être excité dans la vie et être capable de gérer et de générer, et de s'exciter et de gérer et de générer. Et d'aller créer une danse pour que nos responsabilités soient accueillies, le prix à payer de la vie et de l'évolution soit considéré et honoré. Et c'est pour ça que si vous prenez quelqu'un qui est désaligné, pessimiste, et qui est pas bien, et qui est dans un environnement pessimiste, le conseil que je lui donnerais, si c'est sa famille qui ne peut pas l'abandonner parce que ça lui déchire le ventre et qu'il est prêt à se développer un cancer dans 10 ans parce qu'il n'a pas voulu les abandonner, ça le regarde. Ou alors tout simplement parce qu'il est heureux comme ça. Alors là, il n'y a rien à dire. À ce moment-là, il n'est pas pessimiste, il n'est pas désaligné, il est aligné. Ou alors la personne
elle est pessimiste parce qu'elle est dans cet environnement et qu'elle a envie de changer, mais qu'elle n'y parvient pas parce qu'elle est tirée vers le bas. OK ? Eh bien, à ce moment-là, si cette personne change d'environnement et qu'elle se met, par exemple, à fréquenter que une épigénétique, de gens optimistes, créatifs, ambitieux, qui veulent transformer des choses, qui sont prêts à lancer des idées et à les mener à bien, et qui sont sur le court, moyen et long terme, et bien finalement, à un moment donné, vous allez quoi? Vous allez changer de norme. Au niveau mindset, ça va devenir normal de parler, pas de 1 000 euros, mais de 10 000 euros, par exemple. Ça va être normal de parler, pas de salaire, mais de création de start-up. Ça va être normal tout d'un coup, pas de parler de ce que fait le voisin, mais de dire, moi j'ai un talent, j'aimerais bien voir comment je peux m'en servir pour me faire des potes ou me faire des clients. Et donc, à un moment donné, votre corps va commencer, au début, il était gêné, il avait de la peur, et à force, il va ressentir des stimuli des émotions sur la base de stimuli de l'épigénétique positive en relation avec l'entrepreneuriat, avec réussir, avec, en ce moment, c'est une période d'opportunité autant que de misère, etc. Eh bien, la personne va se dire, waouh, bah, je peux m'autoriser à rêver. Yahoo! Et la personne va déjà récupérer ses rêves et elle va commencer à lâcher l'addiction au pessimisme, à créer des capteurs d'optimisme, pour dire les choses simplement, donc de créer une neurobiochimie potentielle du corps de croissance et pas de défense et de protection. Parce que quand vous êtes pessimiste, vous avez peur et vous cherchez à vous protéger et vous défendre. Et ça, c'est quoi? Eh bien ça, c'est du cortisol, c'est de l'histamine, c'est de l'acidité dans le corps, c'est de la toxicité. Ce sont des pensées récurrentes qui créent 70% de la toxicité du corps parce que vous ne mangez pas tout le temps, vous respirez tout le temps par contre, donc pollution effectivement aussi importante que dans la toxicité, mais vous êtes tout le temps en train de penser. Tout le temps en train de penser. Et quand on sait que 90% jusqu'à 93% des pensées d'aujourd'hui sont celles d'hier, vous imaginez l'effet sur votre corps? Et si vous êtes en train de vous dire non, je ne pourrai pas, j'y arriverai pas, etc. Et je vous dis, on est tous challengés. Il ne faut pas rouler des mécaniques parce qu'un petit changement, comme un bon petit déménagement, etc., vous pouvez vous retrouver à vous lever le matin et dire et puis finalement, vous pouvez devenir pessimiste, ça dépend de vos circuits. Et suivant notre passé d'enfance, etc., on peut très facilement devenir très, très, très vite pessimiste. Moi je vous dis honnêtement, je ne peux pas lâcher mes protocoles. Je ne peux pas lâcher mes scènes physiques et psychologiques. Je ne peux pas. Je ne peux pas au bout oui, je peux lâcher une semaine, 2 semaines. Mais très vite, c'est pas un subconscient que j'ai, c'est une armée. D'accord? Donc, il faut que je fasse gaffe. Je le sais, je prends mes responsabilités. Par contre, je vous rassure, si j'arrête longtemps un type d'exercice, je me rends compte que j'ai les circuits, que je suis entraînée. Je ne vais pas m'écrouler comme s'écroulerait quelqu'un qui n'a jamais rien fait, c'est évident. Mais je sens à mon niveau d'exigence que, oh là là, je fais des bêtises. Donc, à un moment donné, il faut bien comprendre que l'épigénétique, c'est un facteur de responsabilisation pour nous qui est extrême parce que ça touche au plus vif de notre vie. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Et donc, quand on est victime parce qu'on souffre de son épigénétique, eh bien c'est facile. Hein. À ce moment-là, il faut régler ses comptes avec soi-même et avec l'amour qu'on se porte à soi-même pour savoir si on est prêt à faire des choix qui, de toute façon, quand vous vous dites « Ah non, je ne peux pas les abandonner », vous êtes en train de les traiter de noix, d'andouilles, de « je suis nécessaire dans leur vie, sans moi, ils ne peuvent pas vivre ». Et ils sont faibles et sans moi, ils ne pourront pas faire face. Et c'est de la surestime, c'est de l'égoïsme extrême. C'est de l'égoïsme extrême. Vous
êtes en train d'utiliser votre ego qui a peur d'être inexistant si on vous critique parce que vous êtes parti. Et pour ça, il vous fait avoir peur de les laisser pour les faire souffrir parce que les pauvres, sans vous, ils sont rien du tout. Mais arrêtez, arrêtez. La meilleure leçon pour un enfant de voir son père ou sa mère dire stop à une situation de souffrance et de se reconstruire en s'épanouissant, mais c'est la plus belle des éducations que de voir un père ou une mère se sacrifier dans le couple et donc de créer un jeune ado ou une jeune femme ou homme qui va associer couple égale sacrifice. Et vous avez le pouvoir de lui faire associer couple égale liberté, couple égale légitimité de choisir, de dire oui, de dire non, de se positionner. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que beaucoup de parents, beaucoup de couples font cette erreur. Et je vais vous dire, moi, je l'ai eu fait. Même moi, je l'ai eu fait. J'ai attendu trop longtemps et je me suis retrouvée dans des situations où j'allais crever la bouche ouverte. Et comme j'ai un douleur urgence qui fonctionne très bien, c'est dans la douleur et l'urgence que j'ai transformé ma vie. Mais j'ai cramé mon système nerveux. Alors que si vous le faites dans l'excitation et la passion, de responsabiliser vos gamins, de donner l'opportunité à votre époux, votre épouse, ça c'est facile à dire, hein, c'est plus difficile à faire. Mais si vous avez des circuits et que vous travaillez pendant 6 mois là-dessus, uniquement de vous voir capable de dire stop, ça suffit, je mérite mieux que ça, vous le ferez. Et vous le ferez les doigts dans le nez avec du plaisir de le faire en cadeau à l'un et aux autres. Parce que on se ment, parce que le subconscient crée effectivement des croyances qui encouragent le mental à créer cette mécanique énergétique de la peur. Et je vous donne référence à la conférence 78, je crois, sur la peur. Vraiment, c'est important de comprendre ça, ou 77. C'est important parce que c'est une condition essentielle pour vivre heureux longtemps en bonne santé. S'aimer. Attendez, si vous ne vous aimez pas dans une famille, vous ne pouvez pas aimer vos gamins et votre époux ou épouse, donc partenaire, correctement. C'est un mensonge que vous vous racontez. Donc, c'est un vrai sujet. Et l'épigénétique, c'est quelque chose qui se construit, se choisit et qui permet finalement d'aller manifester la meilleure part de soi avec des covalences et des bivalences positives, c'est-à-dire de la complémentarité, pour créer des coopérations, collaborations, des duos, des binômes et des couples. Et forcément qu'à ce moment-là, vous créez de la communauté, vous fédérez, vous avez du leadership parce que vous vous honorez. Il y a combien de gens sur la planète qui ont besoin d'apprendre comment faire pour s'honorer, s'aimer, s'autoriser? Voilà pour les questions que je voulais honorer ce soir. Et bien entendu, chacune de ces questions pouvait faire l'objet d'une conférence à part entière. Là, il s'agissait juste de donner un éclairage. Et c'est vrai que n'oubliez pas, il n'y a pas de recette, ce sont des équations à écrire. Il faut juste que vous habituiez votre mental à trouver normal que vous deviez être un compositeur dans votre vie et que rien ne viendra en ouvrant la bouche et en fermant les yeux. Jamais. C'est vous qui allez être le créateur de l'évolution. Et le seul truc sympa, c'est que vous pouvez le faire dans le plaisir. Et vous pouvez le faire dans le bien-être. Et vous pouvez le faire dans l'excitation, dans l'enthousiasme. Vous pouvez le faire dans la certitude, la foi. Ça change quand même la donne. Et puis après, vous pouvez faire plein d'autres choses. Vous pouvez chanter, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez méditer tous les jours. Moi, je suis une méditante, j'adore ça. Et vous prendrez soin de vous, de votre corps, de votre vie, de vos créations, des gens que vous aimez. Et en plus de vos cellules et de votre jeunesse. Donc, c'est un conseil bienveillant que je vous donne. Et surtout, n'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous. C'est pas votre machin là ou votre truc, c'est vous. Parce que c'est vous qui êtes l'énergie derrière la forme de votre projet. Donc prenez soin de votre énergie et vous verrez que le format de votre projet, de votre télos, de votre objectif, du sens que vous voulez donner à votre vie, il va être
expressif de ce que vous êtes en interne. N'oubliez pas, on est en train d'attirer ce que l'on est en soi pour créer notre réalité. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère avoir éclairé vos questions, en tout cas y avoir répondu, même si je sais que c'est partiel. Et je vous souhaite bien entendu de vivre une belle fin de semaine. Et pour ceux qui sont dans le groupe de coaching, nous nous retrouvons demain soir avec grande joie. Soyez en forme. Voilà. Je vous embrasse. À très bientôt. Et merci de votre présence. Je n'ai pas demandé si vous aviez des questions parce qu'on est hors timing et que j'ai reçu beaucoup de questions en huis clos, en anonyme, donc je ne pouvais pas intégrer de questions live ce soir. Ce sera le cas une prochaine fois où je limiterai à du live pour équilibrer les choses. Merci à vous. Belle soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci Lila. Merci Brigitte. Gros bisous. Et bienvenue à mon amie Tijani. Hein, que oui, tu as vu. Oui, je l'ai accueillie, mais j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. J'ai vu son message et je la remercie. Ouais. On se voit demain, nous. Bisous, merci pour tout. Merci. À Bisous. demain.